Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. J'ai reçu un appel du responsable du recrutement. Mon mari avait décliné l'offre d'emploi en mon nom. Sous le choc, j'ai couru jusqu'à la maison. Madame Bennett, comme je le disais, nous avons été surpris lorsque votre mari a appelé hier pour refuser, en votre nom, le poste de stratège senior en marketing, expliqua Diane Reynolds, la responsable du recrutement chez Horizon Marketing, avec une pointe de confusion sincère dans la voix. Il nous a dit que vous aviez discuté ensemble et que vous aviez décidé que ce poste serait trop exigeant, compte tenu de vos priorités personnelles. Si vous avez déjà vécu ce moment où le sol se dérobe sous vos pieds, vous comprendrez exactement ce que je m'apprête à raconter. Cette histoire de trahison et de reconquête pourrait bien vous donner la force dont vous avez besoin pour affronter vos propres batailles. Abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de ces récits réels, faits de résilience et de victoire. À présent, laissez-moi vous montrer comment un simple appel téléphonique a tout bouleversé. Le monde a vacillé sous mes pieds. J'ai resserré ma prise sur le téléphone tandis qu'une vague glaciale d'incrédulité me submergeait. 8 mois de mariage, et jamais il ne m'avait parlé d'un quelconque appel concernant cette offre. C'était le poste pour lequel j'avais secrètement passé un entretien, ma porte de sortie patiemment élaborée. Madame Bennett, êtes-vous toujours là? J'ai avalé difficilement ma salive, me forçant à rester posée. Oui, je suis là. J'essaie simplement d'assimiler tout cela. Je comprends que ce soit un peu délicat, poursuivit Diane d'un ton professionnel teinté de compassion. Mais je tenais à vous contacter personnellement, car votre mari nous a également recommandé de considérer Serena Matthews pour le poste. Il a précisé qu'elle travaillait dans sa société et qu'elle conviendrait mieux. Ce nom m'a frappé comme une gifle. Serena. Sa collègue du service comptabilité. Celle qui lui envoyait des messages à des heures improbables. Celle qu'il qualifiait des « amis de travail » quand je lui avais demandé pourquoi son nom s'était retrouvé, soi-disant par erreur, sur notre réservation de restaurant, 3 semaines auparavant. À quel moment exactement mon mari vous a-t-il appelé, ai-je demandé, fier que ma voix reste stable malgré le chaos intérieur. Hier après-midi, vers 15 heures. Hier. Pendant que j'étais chez ma sœur pour l'aider avec son nouveau-né. Tandis que je pensais qu'il était au bureau, il sabotait, avec une précision chirurgicale, ma chance de retrouver une forme d'indépendance. Merci de m'avoir prévenu, Diane. C'est inattendu. Après encore quelques échanges douloureux, j'ai raccroché et suis resté immobile, regardant les particules de poussière danser dans les rayons dorés de l'après-midi, filtrant à travers la fenêtre de la chambre d'amis. Une pièce que j'avais transformée en bureau improvisé pour continuer mes missions freelance, le seul lien professionnel qu'il n'avait pas encore réussi à briser. Mes mains tremblaient lorsque j'ai saisi mes clés. Il fallait que je le confronte, tout de suite. Pas question d'attendre son retour habituel ni de lui laisser le temps d'inventer d'autres mensonges. La porte du garage s'est ouverte avec cette régularité mécanique qui me paraissait soudain sinistre, révélant ma berline discrète. Une concession de plus. Avant notre mariage, je conduisais une voiture de sport. Mais lui m'avait doucement poussé vers des choix, raisonnables. J'ai reculé dans l'allée, manquant de heurter la boîte aux lettres tant j'étais troublée. Les rues paisibles de notre banlieue défilaient dans un flou irréel, tandis que mon esprit courait plus vite que le moteur. 8 mois. Comment avais-je pu ne rien voir? Les souvenirs affluaient, redessinant le passé sous un jour plus sombre. Notre rencontre lors d'un gala caritatif, son insistance charmante, ses gestes extravagants, la façon dont il avait conquis mes amis et ma famille. Puis, peu à peu, les changements. Subtils, presque imperceptibles. Ses commentaires répétés sur mon emploi du temps surchargé. Ses inquiétudes quant à mon niveau de stress. Ses suggestions, bienveillantes, de faire une pause pour me concentrer sur notre foyer. À un feu rouge, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Mon visage était pâle, mes yeux agrandis par l'incrédulité. Où était passée la directrice marketing assurée, celle qui avait dirigé des campagnes pour des entreprises du Fortune 500? À sa place se trouvait une femme qui avait, lentement mais sûrement, cédé le contrôle de sa propre vie, suggestion après suggestion. Quand le feu est passé au vert, j'ai accéléré en me souvenant du jour, 3 mois plus tôt, où il m'avait annoncé avoir remboursé intégralement le prêt de ma voiture. Un geste généreux, disait-il. En réalité, une manœuvre de plus pour effacer mon nom du certificat d'immatriculation. Une chaîne invisible de plus. Il y a 4 mois, j'avais commencé à postuler en secret, en utilisant l'adresse de ma sœur sur les candidatures.
L'entretien avec Horizon avait été comme une bouffée d'air pur après des mois d'apnée. J'étais prudente, ordinateur de bibliothèque, nouvelle adresse email, rendez-vous planifié au moment où il était censé être au bureau. Pourtant, il savait. J'ai tourné dans Maple Drive, notre rue bordée de maisons luxueuses, identiques jusque dans leur pelouse taillée au millimètre. Quand nous avions emménagé, j'avais été séduite par ce quartier calme et bien établi. Aujourd'hui, je ne voyais plus qu'une cage élégamment décorée. À l'approche de notre maison, les souvenirs de ma carrière me sont revenus en rafale. Le bureau d'angle que j'avais mérité à force d'efforts. L'équipe que j'avais recrutée, guidée, soutenue. La réputation que j'avais bâtie. Tout cela lentement sacrifié, mois après mois, pour un mariage qui, désormais, me révélait son vrai visage, une stratégie calculée, un jeu de pouvoir. Il ne m'avait jamais ordonné d'arrêter de travailler. Il avait fait bien pire. Il m'avait convaincu que c'était mon idée. À la place, il avait tissé une toile subtile d'inquiétude déguisée. Ne serait-ce pas agréable d'avoir plus de temps ensemble? Le trajet ne te vidait-il pas de ton énergie? Ne méritais-tu pas une pause, après avoir travaillé si dur, si longtemps? Chaque question semblait formulée avec amour. Chaque renoncement était présenté comme mon propre choix. Je ralentis en voyant notre maison apparaître au bout de la rue, style colonial, volets bleu foncé, pelouse impeccable, un détail sur lequel James avait toujours insisté. Sa BMW argentée était garée dans l'allée. Il était rentré tôt. Il m'attendait. Mon téléphone vibra. Un message. James. Où es-tu? Il faut qu'on parle, 6. Mon estomac se noie. Savait-il que Diane m'avait appelé? Était-ce pour cela qu'il était rentré à 2h de l'après-midi, un mercredi? Je me garai juste derrière sa voiture, bloquant la sortie. Un geste mesquin, mais qui m'apporta une fugace impression de contrôle. Je restai plusieurs minutes immobile, rassemblant mon courage, répétant mentalement ce que j'allais dire. L'homme que j'avais cru épouser n'aurait jamais saboté ma carrière ni pris des décisions dans mon dos. Peut-être que cet homme-là n'avait jamais existé. À travers la fenêtre du salon, j'aperçus un mouvement. James faisait les 100 pas dans la cuisine, le téléphone à l'oreille, gesticulant avec assurance. Quelque chose dans sa posture calme, sûre de lui, presque insouciant, déclencha en moi une étincelle de colère qui perça enfin l'engourdissement du choc. Je vérifiai mon apparence dans le miroir par soleil, essuyai une trace de mascara, redressai les épaules. Quelle que soit la vérité qui m'attendait derrière cette porte, elle allait bouleverser ma vie. Il me fallait l'affronter avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Le chemin entre la voiture et la porte d'entrée me sembla aussi difficile qu'un champ de bataille. Chaque pas nécessitait un effort conscient. La clé tourna dans la serrure avec ce clic familier qui, ce jour-là, sonnait plus comme une alerte que comme un accueil. En poussant la porte, j'entendis la fin de sa conversation téléphonique. « Ne t'inquiète pas », disait-il d'une voix légère, presque amusée. « Elle ne se doute de rien. Je te vois ce soir. » Il se retourna au bruit de la porte qui s'ouvrait, et son expression changea instantanément, passant d'un air secret à celui d'un mari inquiet. La performance était impeccable, si fluide que je me demandais combien de fois j'avais assisté à cette transformation sans la reconnaître pour ce qu'elle était. « Émilie, dit-il en rangeant son téléphone avec aisance, tu es rentrée tôt. » Je franchis le seuil, refermai la porte derrière moi. Le claquement résonna comme la fin d'un chapitre. Il pencha légèrement la tête, m'étudiant avec ce regard calculateur que j'avais toujours pris pour de la bienveillance. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, dis-je simplement, observant ses yeux, à l'affût d'un signe reconnaissance, culpabilité. Son visage resta neutre, mais sa main droite, celle qui ne tenait pas le téléphone, se crispa brièvement. Presque imperceptible, mais je le vis. « Ah, répondit-il, parfait dans son rôle d'innocence. De qui? Diane Reynolds. D'Horizon Marketing, répondis-je, le fixant. Pendant une fraction de seconde, son masque de confiance se fissura. Une lueur de calcul traversa son regard avant qu'il ne se réinvente en mari perplexe. Horizon Marketing, répéta-t-il, s'appuyant négligemment contre le plan de travail en marbre. Pourquoi t'aurais-il appelé? L'audace de son mensonge raviva la colère qui couvait sous mon choc. Il y a 8 mois, jamais je n'aurais toléré une tromperie aussi flagrante. À cette époque, j'étais encore Émilie Chen, directrice marketing chez Vertex Solutions, plus jeune cadre dirigeante de l'histoire de l'entreprise. Mes campagnes recevaient des prix. Les PDG sollicitaient mon avis stratégique. Les revues spécialisées citaient mon nom comme référence.
Puis j'avais rencontré James Bennett, lors d'un gala caritatif où ma société avait offert ses services de communication. Il était venu à moi avec une coupe de champagne et un compliment parfaitement formulé sur ma récente campagne touristique. Sa connaissance de mon travail m'avait impressionné. Plus tard, j'allais découvrir qu'il m'avait étudié en détail avant notre supposée rencontre fortuite. « Tu sais très bien pourquoi ils ont appelé » dis-je à voix basse. « Tu as refusé une offre d'emploi qui m'était destinée. » Son visage s'adoucit immédiatement, empreint de sollicitude. « On en a parlé. Ton niveau de stress, tes crises d'angoisse. » Il avança vers moi, tendant la main. Je fis un pas en arrière. « Les crises d'angoisse ? Encore une manipulation. » J'en avais fait une. Une seule. Après 3 nuits blanches à préparer un lancement produit majeur. Il avait assisté à ce moment, puis s'était mis à en parler constamment. Petit à petit, il avait transformé un épisode isolé en pathologie chronique, justifiant ainsi des changements radicaux de style de vie. Je n'ai jamais postulé chez eux, poursuivit-il avec calme. Il doit y avoir une confusion. 6 mois plus tôt, juste après notre lune de miel à Bali, j'aurais pu le croire. Le James que j'avais épousé semblait soutenir ma carrière. Analyste financier ambitieux, mais attentionné. Il promettait une véritable collaboration dans tout ce que nous entreprendrions. J'ai passé l'entretien il y a 3 semaines, dis-je, ma voix gagnant en assurance. Pendant que tu étais soi-disant en conférence à Denver. Ses yeux se plissèrent légèrement. Première réaction authentique. Tu as passé un entretien dans mon dos ? L'absurdité de son indignation faillit me faire éclater de rire. James. Comme toi, tu as agi dans mon dos avec ma carrière. 3 mois après notre mariage, les changements avaient commencé. L'admiration qu'il portait à mon éthique de travail s'était muée en inquiétude sur mes horaires. Son intérêt pour mes projets s'était transformé en doute, valait-il vraiment tout ce stress ? Lorsque mon patron m'avait proposé une promotion impliquant davantage de déplacements, James avait organisé un week-end surprise, où il m'avait convaincu que ce dont nous avions besoin, c'était plus de temps ensemble, pas moins. Je voulais te protéger, dit-il, changeant de stratégie. Tu étais plus heureuse. Après avoir pris du recul par rapport à cet environnement sous haute pression, tu l'as dit toi-même. Avais-je vraiment dit cela ? Peut-être. Mais ces mots étaient venus après des semaines durant lesquelles il avait lentement sapé ma confiance, soulignant chaque petite frustration au travail tout en minimisant mes réussites. Sa campagne avait été si progressive que je n'en avais presque pas remarqué les effets. 2 semaines après avoir refusé la promotion, mon supérieur avait embauché quelqu'un pour me remplacer. 3 semaines plus tard, une restructuration avait officiellement supprimé mon poste. Une coïncidence que je remettais désormais sérieusement en question. James m'avait consolé, me présentant cela comme une chance de repartir à zéro. Avec son revenu suffisant pour maintenir notre train de vie, pourquoi ne pas prendre le temps de réévaluer mes priorités ? Mes anciens collègues m'ont appelé le mois dernier, dis-je en scrutant sa réaction. Ils lancent une nouvelle agence et veulent que je fasse partie de l'équipe fondatrice. Sa mâchoire se crispa. Ces appels t'ont bouleversé. Tu étais agité pendant des jours. J'étais agité parce que j'ai réalisé à quel point mon travail me manquait, répondis-je. À quel point cela me manquait d'être apprécié pour mon esprit, pas juste pour maintenir notre maison impeccable. L'isolement s'était installé, lui aussi, insidieusement. D'abord, James avait suggéré que nous déménagions dans ce quartier chic, magnifique mais à 40 minutes de route de mes amis les plus proches. Ensuite étaient venues ces remarques subtiles à propos de mes proches, ma colocataire de fac, qui appelait toujours pendant le dîner, ma mentor, un peu trop compétitive, tu ne trouves pas, ma sœur, si négative à propos de son mariage. Une à une, mes relations s'étaient distendues. Les cafés hebdomadaires étaient devenus des cartes de vœux. Les appels, de simples textos. James avait comblé le vide avec ses amis, ses collègues, ses préférences. C'est injuste, dit-il, son expression se durcissant. Je t'ai soutenu dans ta recherche de ce qui te rend vraiment heureuse. Ce qui me rend heureuse, c'est ce qui m'a toujours rendue heureuse, créer des campagnes percutantes, diriger des équipes, résoudre des problèmes créatifs. Ma voix était désormais ferme, portée par la clarté qui naît quand on prend conscience d'une vérité fondamentale. Tu ne m'as jamais soutenu. Tu as méthodiquement détruit tout ce que j'avais construit. Il y a 3 semaines, j'avais postulé au poste de stratège senior chez Horizon Marketing, en utilisant l'ordinateur de ma sœur. Leur réponse rapide m'avait rassuré, ma réputation n'était pas complètement oubliée. L'entretien,
que j'avais passé pendant que James prétendait être en réunion tardive, avait été comme une redécouverte vitale de moi-même. Tu dramatises, dit-il, d'un ton agacé. J'ai tout fait pour te faciliter la vie. En contrôlant chaque aspect de celle-ci, rétorquai-je. En m'isolant de mon réseau de soutien. En prenant des décisions financières qui me rendent dépendante de toi. Son expression changea. Le masque tomba, révélant quelque chose de froid et de calculateur. Tu veux parler de décisions financières? Le compte joint que j'ai créé pour simplifier notre vie? Les investissements que j'ai gérés pour notre avenir? Le prêt immobilier que j'ai contracté seul? Chaque avantage supposé prenait désormais l'apparence d'un piège soigneusement élaboré. Je n'avais plus de comptes indépendants. Mon nom n'apparaissait pas sur le titre de propriété, malgré ma contribution à l'apport initial. Une autre, simplification administrative, que James avait suggérée lors de la signature. J'ai gagné un salaire à 6 chiffres pendant 5 ans avant de te rencontrer, dis-je. Où est passé cet argent, James? Dans notre vie ensemble, répondit-il d'un ton fluide. Pour construire quelque chose de significatif. Mais moi aussi, j'avais commencé à reconstruire en secret. Ce poste chez Horizon aurait été ma base, un salaire comparable à mon ancien poste, une couverture santé, un plan d'épargne retraite avec contributions équivalentes. L'indépendance financière. Et James savait parfaitement ce que cela signifiait. Comment as-tu découvert cette offre? Demandai-je. Une lueur presque de fierté traversa brièvement son visage avant qu'il ne la maîtrise. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ce qui compte, c'est que nous prenions nos décisions ensemble, en tant que couple. Comme ta décision de recommander Serena à ma place? Là, il se figea. Le calcul était visible dans ses yeux. Le mari attentionné avait disparu. La chorégraphie soigneusement jouée s'était interrompue. Alors c'est pour ça, dit-il doucement. Sa voix avait changé du tout au tout. Le partenaire concerné avait laissé place à un inconnu portant le visage de mon mari, m'observant avec froideur. James, oui. C'est exactement pour ça. Ma voix ne tremblait plus. Je puisais dans une force nouvelle, née de la vérité enfin prononcée. Diane m'a dit que tu avais recommandé Serena pour le poste. Serena, ta collègue. La même Serena dont le nom est apparu sur notre réservation de restaurant le mois dernier. Ses lèvres se plissèrent en un sourire à peine perceptible, une expression si inhabituelle que je faillis ne pas le reconnaître. Il redressa son dos, jeta un œil à sa montre d'un geste anodin qui, pourtant, signalait clairement que je venais d'entrer dans son emploi du temps, plus dans le mien. Tu n'étais pas censé la prendre comme ça, dit-il, plus ennuyé que vraiment désolé. J'avais tout prévu pour ce soir. Prévu quoi, exactement? Il ne répondit pas. Il se dirigea vers sa mallette, posée sur le plan de travail, cette mallette en cuir de luxe que je lui avais offerte pour Noël et en sortit une grande enveloppe Kraft. Mon estomac se noua lorsqu'il la posa sur notre îlot de cuisine, ce même plan en marbre lisse où nous avions pris le petit déjeuner ce matin même, où nous avions planifié nos vacances de rêve en Grèce la semaine dernière, où il m'avait embrassé ce matin, avant de promettre d'acheter le dîner sur le chemin du retour. Serena et moi, ça fait 3 mois qu'on se voit, déclara-t-il d'un ton neutre, comme s'il évoquait un contrat professionnel. Elle comprend mes ambitions d'une manière que tu n'as jamais pu. La cruauté décontractée de ces mots m'atteignit comme une gifle. 3 mois. Pendant que je cuisinais ses plats préférés. Pendant que je redécorais le bureau à domicile selon ses désirs. Pendant que j'assistais à ses événements professionnels, que je souriais à ses collègues. Et le poste chez Horizon, réussis-je à demander. Une opportunité parfaite, haussa-t-il les épaules. Serena voulait passer de la comptabilité au marketing. Ton profil correspondait exactement à ce qu'il fallait. Une fois que j'ai expliqué à la responsable du recrutement que tu n'étais pas intéressé. La nature calculée de sa trahison m'ôta le souffle. Il n'avait pas seulement trompé. Il avait saboté mon avenir pour offrir une promotion à sa maîtresse. Pourquoi ne pas simplement me divorcer, demandai-je, une sincère incompréhension perçant ma colère. Quelque chose vacilla dans ses yeux, une lueur de cette stratégie froide que je comprenais désormais avoir toujours été là. Les divorces sont compliqués. Je voulais m'assurer que certains arrangements soient en place d'abord. Mon regard se posa sur l'enveloppe Kraft. Il la poussa doucement vers moi. Les papiers du divorce, confirma-t-il. Déjà rédigés. Mon avocat assure qu'ils sont tout à fait raisonnables, vu les circonstances. Quelles circonstances? Ma voix me semblait lointaine, étrangère. Notre contrat prénuptial stipulait la fidélité.
Et puisque tu as cherché un emploi sans mon accord, à l'insu de notre entente, tu as rompu ce contrat. Son ton était presque indifférent. Section 3, paragraphe 2. Tu peux vérifier si tu veux. Le contrat prénuptial. Ce document que l'avocat de sa famille avait présenté, quelques jours avant notre mariage. Le contrat que James m'avait assuré être une simple protection standard, nécessaire en raison du patrimoine de sa famille. Celui que j'avais signé sans demander l'avis d'un avocat à moi, parce que je lui faisais une confiance absolue. Tu m'as manipulé pour que je quitte mon travail, dis-je, les pièces du puzzle s'assemblant peu à peu en une image terrifiante. Tu m'as isolé de mon entourage. Tu as contrôlé nos finances. Et maintenant, tu essaies de faire croire que j'ai violé notre accord, simplement parce que j'ai voulu retravailler. Son sourire avait quelque chose de glaçant, tant il débordait d'assurance. Ta signature est sur chaque document, Emily. Y compris sur l'avenant post-nuptial stipulant que les décisions de carrière devaient être prises conjointement. L'avenant, 6 mois plus tôt. Présenté comme une simple mise à jour lors du refinancement de notre prêt immobilier. Je l'avais signé parmi une douzaine d'autres papiers, lui faisant confiance pour m'expliquer les choses importantes. Ce n'est pas légal, soufflai-je. Demande à n'importe quel avocat. Je suis même prêt à payer pour le tien. C'est inclus dans la proposition de règlement. Il désigna l'enveloppe. 10 000 $ pour les frais juridiques. Très généreux, vu les circonstances. Je fixai l'homme devant moi, cherchant un seul signe de l'homme que je croyais avoir épousé. Il n'y avait rien. Ni remords, ni hésitation. Même pas la satisfaction d'avoir gagné. Seulement l'exécution froide et méthodique d'un plan bien ficelé. Est-ce que tu m'as déjà aimé? La question m'échappa avant même que je puisse la retenir. Il sembla y réfléchir, penchant légèrement la tête. Tu étais un excellent choix à l'époque. Réussi, bien connectée, attirante. L'accessoire parfait pour la vie que je construisais. Son regard devint presque analytique. Mais Serena est plus jeune, plus souple dans ses ambitions, plus alignée avec mes objectifs à long terme. Chaque mot arrachait un peu plus les couches du mensonge dans lequel j'avais vécu. Ce n'était pas une relation qui avait échoué. C'était une tromperie calculée depuis le début. Combien d'autres y en a-t-il eu, demandai-je, tandis que mon esprit repassait les soirées tardives, les conférences de week-end jamais expliquées. Est-ce que ça a de l'importance? Il consulta sa montre. J'ai une réservation à 19h. J'aimerais que tu prennes le temps de lire les documents maintenant. Je ne tendis pas la main vers l'enveloppe. Au lieu de cela, je regardais autour de notre cuisine. Les appareils haut de gamme que j'avais comparés pendant des mois. Les meubles sur mesure que j'avais choisis. Les photos de famille que j'avais soigneusement accrochées. Tout cela n'était qu'un décor de théâtre pour une comédie de bonheur conjugal. Tu n'as jamais eu l'intention que ça dure, réalisai-je à voix haute. Je n'étais qu'une étape sur ton chemin. Tout le monde est une étape pour quelqu'un, Emily. Il fit glisser l'enveloppe vers moi. Cette offre expire à minuit. Après, les conditions seront nettement moins avantageuses. Mes mains tremblaient lorsque je pris enfin l'enveloppe. À l'intérieur, un épais document orné de post-it jaune indiquant les lignes à signer. En feuilletant, je tombais sur des extraits de jargon juridique, renoncement à tous droits, s'engage à ne pas poursuivre, accepte de ne formuler aucune revendication. Un chèque, agrafé à la dernière page. 10 000 $. Le prix que James avait attribué à ma dignité. À la fin du document, une page récapitulative avec 2 lignes pour signer. La première, marquée d'un X, était pour moi. La seconde portait déjà la signature confiante de James. La même que je l'avais vue répéter sur notre certificat de mariage. Tu prépares ça depuis des semaines, dis-je, le déroulé des événements prenant forme dans mon esprit. L'offre d'emploi date de 3 semaines. Tu savais depuis ce moment-là. Je savais depuis bien plus longtemps que nous n'étions plus compatibles, corrigea-t-il. L'opportunité chez Horizon a simplement accéléré le calendrier. Il sortit un stylo de sa poche et le fit glisser vers moi sur le plan de travail. C'était le Mont Blanc que je lui avais offert pour son anniversaire, gravé de ses initiales et des mots Forever Your, Z. Signe les papiers, Emily. Pas l'offre d'emploi, dit-il avec un sourire satisfait, comme s'il venait de prononcer une réplique brillante. Une signature, et tu pourras repartir à zéro. 10 000 $ suffisent pour un appartement correct, le temps de t'organiser. Quelque chose de froid, de limpide, me traversa.
L'homme devant moi avait orchestré la destruction de ma carrière, ma dépendance financière, mon isolement social, tout en préparant sa transition parfaite vers une remplaçante plus jeune et plus docile. Il avait transformé ma confiance en arme, utilisé ma signature contre moi, et s'attendait maintenant à ce que je plie sans broncher. Je tendis la main vers le stylo. Mes doigts se refermèrent sur le métal glacé qui avait autrefois symbolisé notre avenir. L'expression de James changea, il se crut victorieux. « Où dois-je signer ?» demandai-je calmement. « Mets juste tes initiales ici », dit-il en désignant le premier onglet, puis signe à la dernière page. Je tenais son stylo Mont Blanc, sentais son poids dans ma main. Ce stylo qui, autrefois, représentait son amour. Il était désormais le symbole de sa trahison. Mais au lieu de signer, je le glissai dans ma poche. « Je crois que je vais relire ces documents plus attentivement, dis-je en rassemblant les feuilles. Peut-être avec mon propre avocat. Une lueur d'agacement traversa son visage. L'offre expire à minuit, Émilie. Alors j'ai environ 5 heures, répondis-je, surprise par ma propre sérénité. Si tu veux bien m'excuser, j'ai besoin d'être seule. Avant qu'il ne puisse répondre, je me retournai et montai les escaliers, les papiers du divorce serrés contre moi. Son téléphone sonna, sans doute Serena, se demandant pourquoi il était en retard pour leur dîner. Oui. Léger contretemps. Elle est difficile. Non, rien d'inquiétant. Sa voix s'éloignait à mesure que je refermais la porte du bureau, son bureau, sa pièce, celle où il exigeait toujours de la vie privée. Maintenant je comprenais pourquoi. Je m'assis à son bureau, les mains tremblantes de colère et de détermination. L'ordinateur était en veille. Celui qu'il laissait souvent allumé, parce qu'il me faisait une confiance totale. Je bougeai la souris. L'écran s'alluma. Aucun mot de passe ne fut requis. Sa messagerie était ouverte. Le premier message me glaça le sang. Expéditeur, Leonard Harrison, avocat de famille. Objet, stratégie de dissolution. Date, il y a 3 semaines. James, comme discuté, l'avenant post-nuptial nous donne une base solide. Toutefois, prudence, évitez de laisser des preuves d'un sabotage délibéré de carrière. Les tribunaux peuvent mal interpréter cela malgré les protections contractuelles. Je recommande de maintenir le récit de la décision mutuelle que nous avons convenue. En pièce jointe, la version finale de l'accord de divorce pour votre relecture. N'oubliez pas, une fois qu'elle a signé, le délai de rétractation de 24 heures n'est qu'une formalité dans notre juridiction. Je fis défiler sa boîte de réception, chaque message dévoilant une nouvelle couche de tromperie. Des emails à sa banque, établissant des comptes que je ne connaissais pas. Des échanges avec un agent immobilier à propos d'un bien dans un quartier en bord de lac qu'il avait dit trop cher pour nous. Des messages à son patron au sujet d'une promotion incluant des options d'action dont il ne m'avait jamais parlé. Et toute une série d'échanges avec Serena Matthews. J'en ouvris un datant de 2 mois. Émilie n'a toujours aucune idée de la clause post-nuptiale. Quelle idiote pleine de confiance. Une fois le refinancement de la maison finalisé la semaine prochaine, tout sera verrouillé. Devrais-je me sentir coupable ? Peut-être. Mais en réalité ? Pas vraiment. Elle vaut chaque risque calculé. Je me sentis physiquement mal à la lecture de ces mots. Cette cruauté désinvolte, cette trahison minutieusement orchestrée, tout cela alors qu'il partageait mon lit, acceptait ma tendresse, et faisait semblant de planifier notre avenir. Je consultai l'historique de son navigateur. Il faisait des recherches sur des propriétés de vacances aux îles Caïmans, une destination que nous n'avions jamais évoquée. Ces recherches récentes incluaient les règlements bancaires offshore et les stratégies de protection d'actifs en cas de divorce. Puis je tombai sur un dossier nommé EM Contingency. À l'intérieur, des captures d'écran de mes emails personnels, des photos de moi déjeunant avec ma sœur, avec date et heure, et même des enregistrements de conversations téléphoniques, probablement via notre ligne fixe. Il me surveillait, rassemblant des preuves depuis des mois. Une notification de calendrier s'afficha à l'écran. Visite de propriété demain 15h. Ils planifiaient déjà leur vie ensemble, dans une maison que j'avais contribué à décorer, une maison qui, selon les documents, ne me reviendrait pas dans le divorce. Je saisis son chargeur de téléphone et y branchai mon propre appareil, un modèle identique. Son habitude de laisser ses appareils déverrouillés, que j'avais autrefois trouvée charmante, servait aujourd'hui un autre objectif. Mes empreintes digitales fonctionnaient encore pour accéder à son téléphone de secours, rangé dans le tiroir du bureau. Les messages entre lui et Serena racontaient toute l'histoire. Leur relation n'avait pas commencé 3 mois plus tôt, mais peu après notre lune de miel. Ils menaient une double vie élaborée,
tout en démantelant systématiquement mon indépendance. De James à Serena, il y a 5 mois. Phase interminée. Elle a officiellement quitté son poste. Plus de retour possible. 2 mois de plus, et elle n'aura plus aucun contact pro. De Serena à James, il y a 4 mois. Mon beau-frère chez Horizon dit qu'ils étendent le département marketing. Parfait pour notre plan. De James à Serena, il y a 2 mois. Elle est totalement dépendante financièrement. Tous les comptes nécessitent ma signature. La maison est uniquement à mon nom malgré sa contribution. C'est presque risible comme ça a été facile. Je continuais à faire défiler. Chaque message était plus accablant que le précédent. Leur plan était méticuleux, m'isoler professionnellement, me couper de tout soutien, contrôler mes finances, puis me remplacer par Serena, qui bénéficierait des connexions que j'avais bâties pendant des années. Le dernier échange datait d'à accent grave peine 30 minutes avant mon arrivée à la maison. Serena, tout est prêt pour ce soir? James, les papiers sont prêts. Elle n'a plus d'option. Serena, et elle ignore tout du transfert à Melbourne? James, rien. Une fois le divorce finalisé, on sera installé en Australie avec ma promotion. Elle ne nous retrouvera jamais pour contester quoi que ce soit. Il prévoyait de quitter le pays dès la procédure achevée. Les pièces du puzzle s'emboîtaient dans une image glaçante, le délai précipité, l'ultimatum de minuit, l'insistance pour que je signe immédiatement. J'entendis James au téléphone en bas. Sa voix, tendue. Je me fiche du prix, change les billets pour demain soir au lieu de la semaine prochaine. Oui, je paierai les frais. Ils accéléraient le plan. Une fois ma signature apposée, je n'aurai plus rien, ni carrière, ni ressources financières, ni logement, ni recours légal une fois qu'ils auraient quitté le pays. Je m'appuyais contre le dossier de la chaise, le cerveau en ébullition. La professionnelle du marketing en moi, la stratège que James avait tenté d'étouffer, se remit à analyser la situation avec une froide lucidité. J'avais été battue à chaque étape, car je ne jouais pas au même jeu. Je bâtissais un mariage pendant qu'il orchestrait un braquage de ma vie. Un instant, l'émotion brute menaça de m'envahir. L'envie de le confronter, de hurler, de détruire tous ses plans dans une explosion de colère légitime. Mais cela ne ferait que l'alerter, lui donner du temps pour s'adapter, contrer. Mon regard tomba sur une photo encadrée sur son bureau. Nous, le jour de notre mariage. Moi, rayonnante de bonheur. Lui, parfaitement posé pour l'objectif. La femme sur cette photo avait eu une confiance aveugle. Celle assise à ce bureau avait désormais les yeux grands ouverts. Je pris une profonde inspiration. Il me fallait des preuves. Une stratégie. Du temps. Et plus que tout, il devait croire qu'il avait gagné jusqu'à ce que j'assure mes arrières. Émilie, appela Théil depuis le rez-de-chaussée. Tu as pris ta décision? Je suis en retard. Je rassemblai les papiers et me levai. Les épaules droites, la colère encore brûlante, mais désormais convertie en une détermination acérée. James m'avait sous-estimé une fois. Il ne referait pas cette erreur. J'arrive, répondis-je, ma voix mesurée, faussement brisée. J'ai décidé. Je descendis, les papiers en main, le visage fermé, empreint d'une résignation parfaitement jouée. James m'attendait près de la porte d'entrée, les clés en main, l'impatience suintant de son costume taillé sur mesure. Je vais signer, dis-je doucement, mais j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Est-ce qu'on peut faire ça demain? Je promets que je ne contesterai rien. Ses yeux se plissèrent, cherchant à lire dans mes intentions. Je baissai le regard, les épaules affaissées ou l'image d'une femme brisée. Après un instant, il hocha la tête, apparemment satisfait. Très bien. Demain matin. J'ai annulé le dîner pour régler ça. Il consulta sa montre. J'ai des appels à passer. Ne me dérange pas. Alors qu'il passait à côté de moi pour rejoindre son bureau, une senteur de parfum inconnu s'accrocha à ses vêtements, une preuve de plus. Je vais préparer quelque chose pour le dîner, dis-je, jouant mon rôle jusqu'au bout. Il ne répondit pas. Déjà en ligne avec Serena, sans doute pour la tenir informée du report. Je me dirigeai vers la cuisine et commençai à couper des légumes d'un geste mécanique. Le bruit rythmé du couteau m'aidait à ordonner mes pensées pendant que je construisais ma stratégie. Il me fallait 3 choses, des preuves, des ressources, du temps. James et Serena avaient mis des mois à planifier ma chute. Je devais être tout aussi méthodique pour préparer ma riposte. Cette nuit-là, je dormis à peine.
Mon esprit inventoriait les ressources, organisait les contre-mesures. Au matin, j'avais transformé le placard de la chambre d'amis en centre de commandement improvisé. Dans une boîte banale étiquetée linge d'hiver, se trouvait le début de mon système de documentation. Photos des emails de James, capture d'écran de ses messages, et notes détaillant ses manipulations financières. Je déguisais ma collecte de preuves en tâches ménagères ordinaires, sachant que le mépris de James pour tout ce qui relevait du domestique jouerait en ma faveur. Je range nos papiers administratifs, annonçai-je au petit déjeuner, d'une voix monotone. Où est-ce que je devrais mettre les assurances? James leva à peine les yeux de son téléphone. Comme tu veux. C'est ton domaine. Ces tâches qu'il jugeait ennuyeuses et m'avait confiées devenaient ma couverture. Chaque jour, je documentais davantage, sous couvert de gestion du foyer. Je créais un tableau Excel censé suivre nos dépenses, je dressais la carte de tous les comptes financiers que je pouvais identifier, y compris ceux que j'avais découverts en fouillant ses emails. J'ai signé les papiers du divorce comme promis, mais avec une légère modification, à peine perceptible, de ma signature. Suffisante pour que je puisse, si nécessaire, invoquer la contrainte ou le stress émotionnel. James, dans son arrogance, ne remarqua rien. Il les déposa immédiatement, lançant le compte à rebours de notre dissolution. J'avais exactement 90 jours avant que le divorce ne soit finalisé selon les lois de notre État. Je pense reprendre contact avec d'anciens amis, dis-je un soir d'un ton léger. Vu que nous nous séparons, un peu de soutien émotionnel ne me ferait pas de mal. Bonne idée, répondit-il sans lever les yeux de son ordinateur. Tant que tu respectes notre vie privée. Les affaires familiales doivent rester dans la famille. Sa condescendance était mon opportunité. J'ai contacté Mira, mon ancienne directrice créative, et lui ai proposé un café, juste pour reprendre des nouvelles. Nous nous sommes retrouvés dans un café éloigné de notre quartier. Je dirigeais subtilement la conversation vers nos relations communes. En fait, je pense à me remettre au freelance, dis-je d'une voix délibérément hésitante. Juste de petits projets, le temps de me réorganiser. L'enthousiasme de Mira était sincère. Tu plaisantes? Les clients parlent encore de toi. La campagne Westfield que tu as dirigée est toujours citée en réunion. Je clignai des yeux, retenant des larmes inattendues. Vraiment? Je pensais que tout le monde m'avait oublié. Impossible, assura-t-elle. Tu veux que je fasse passer le mot? Rien d'officiel. Juste informer quelques contacts que tu pourrais être disponible? Ainsi commença ma reconstruction discrète de mon réseau professionnel. Chaque rencontre, chaque déjeuner informel du secteur était soigneusement planifié pour échapper à l'attention de James. Je les programmais pendant ces réunions récurrentes, évitais d'utiliser notre réseau domestique, et conservais l'image d'une épouse résignée face à l'échec de son mariage. L'indépendance financière était plus délicate. James surveillait nos comptes communs, et tout retrait important éveillerait ses soupçons. J'ai donc lancé une campagne d'action minuscule, faire les courses légèrement au-dessus du budget et demander un peu de liquide en caisse, vendre des objets inutilisés contre de l'argent comptant dans des dépôts-ventes locaux, offrir des prestations de conseil marketing à des contacts de Mira, en demandant à être payé en espèces pour éviter les complications fiscales pendant le divorce. Chaque paiement en espèces était déposé dans un coffre à la banque d'une petite coopérative de crédit, où James n'avait aucun lien. Je l'avais ouvert à mon nom de jeune fille, en utilisant l'adresse de ma sœur. Ce fonds d'urgence, bien que modeste, représentait la liberté. Reprendre contact avec ma sœur exigeait une prudence particulière. James m'en avait éloigné avec ses critiques insidieuses sur sa prétendue influence négative. J'ai attendu qu'il parte pour un tournoi de golf le week-end pour l'inviter. Je trie les vieilles photos de famille, lui ai-je expliqué à son arrivée, en lui lançant un regard appuyé. Une fois à l'intérieur, j'ai allumé la musique, puis murmuré toute la vérité. Son horreur s'est rapidement transformée en soutien déterminé. Utilise mon adresse pour ce que tu veux, insista-t-elle. Viens vivre chez moi dès que tu seras prête à partir. Semaine après semaine, j'ai renforcé mon infrastructure invisible, tout en maintenant le masque de l'épouse brisée. Je surveillais le planning de James avec minutie, notant ses habitudes et créant des créneaux de liberté pour mes préparatifs. Je m'entraînais à utiliser les transports en commun pour rejoindre rapidement la maison de ma sœur si nécessaire. J'ai rassemblé mes documents importants, actes de naissance, passeport, diplôme, et les ai mis en sécurité, hors de la maison. Le plus difficile restait de garder mon équilibre émotionnel.
Chaque nuit, je dormais à côté de l'homme qui m'avait trahi avec une précision chirurgicale, respirant calmement, faisant semblant de dormir, pendant que mon esprit tournait à plein régime. Chaque matin, je préparais son petit déjeuner préféré, lui souriais mollement quand il daignait me remarquer. J'assistais à ces événements professionnels, jouant l'épouse modèle, tout en repérant mentalement quel collègue pourrait un jour témoigner de ses agissements douteux. James prenait mon efficacité silencieuse pour de la résignation. Il devenait de plus en plus négligent, laissant traîner des preuves de son infidélité et de leur projet. Ses appels avec Serena étaient moins discrets. Les documents du transfert pour l'Australie étaient apparus dans sa mallette. Leur calendrier s'accélérait, il prévoyait désormais de partir dès la finalisation du divorce. « Tu gères tout ça bien mieux que ce que j'avais imaginé », me lança-t-il un soir, presque admiratif. Je lui offris un sourire triste. Quel choix ai-je, franchement ? J'essaie juste d'être pratique. Il acquiesça, satisfait de ma soumission apparente. C'est sage. Une rupture nette est préférable pour tout le monde. À cet instant, en le regardant retourner à son téléphone, sans la moindre ombre de remords, une vague de clarté glaciale me traversa. Cet homme ne m'avait jamais aimé. J'avais été un investissement stratégique, utilisé pour mes connexions, puis abandonné une fois que je n'étais plus utile. Cette révélation aurait dû me détruire. Au contraire, elle affermit ma détermination. En me dirigeant vers la cuisine, prétendant préparer du thé, je surpris mon reflet dans la vitre. Calme. Focalisé. Déterminé. Je me reconnaissais à peine, et pourtant, je n'avais jamais été aussi proche de mon vrai moi. La patience était devenue mon arme. Chaque jour passé à faire semblant d'être vaincu renforçait ma position. Chaque moment de soumission joué était un investissement dans ma libération. 3 semaines après le début de ma campagne secrète, je reçus un message d'un numéro inconnu. Rendez-vous de Marie. Ta candidature chez Horizon Opportunité urgente. Diane Reynolds. Je fixai le message, le cœur battant. C'était l'opportunité que j'avais attendue. Celle pour laquelle je m'étais préparée. Arrivant précisément au moment où j'en avais le plus besoin. Selon les papiers de divorce, il restait 37 jours avant la finalisation et le départ prévu de James et Serena pour l'Australie. Je répondis immédiatement. Disponible demain. Dites-moi l'heure et le lieu. Le rendez-vous fut fixé à 10h du matin, dans un café du centre-ville. Pendant la réunion hebdomadaire de direction de James. Parfait timing. Je passai la nuit à affiner mes préparatifs. J'organisais mes preuves, répétais mon argumentaire. Le matin venu, j'étais calme, concentré, vêtu d'une tenue professionnelle sobre que j'avais cachée au fond de mon placard depuis des mois. Réunion de club de lecture, expliquai-je vaguement lorsque James remarqua ma tenue. Il leva à peine les yeux de son assiette, déjà indifférent à mes activités. Désormais, il me croyait neutralisée. Si ça te rend heureuse, répondit-il avec ce sourire condescendant que je haïssais tant. J'attendis que sa voiture disparaisse au bout de la rue avant d'appeler une voiture avec chauffeur pour aller en ville. Inutile de risquer qu'il voie ma voiture là où elle n'aurait pas dû être. Diane m'attendait déjà à mon arrivée, accompagnée d'un homme plus âgé que je ne reconnaissais pas. Elle se leva pour m'accueillir, son expression professionnelle mais sa poignée de main ferme et encourageante. Émilie, merci d'être venue. Voici Martin Jiao Arceo. Il s'est montré très intéressé lorsque je lui ai parlé de votre situation. Martin me tendit la main. Madame Bennett ? Ou préférez-vous Mademoiselle Chen ? L'usage de mon nom de jeune fille provoqua en moi une vague d'émotion. Mademoiselle Chen, ça ira, répondis-je en redressant les épaules. J'écoute. Vous avez manifestement traversé des circonstances inhabituelles, dit Martin une fois que nous fûmes installés. Diane m'a fait part de certains éléments préoccupants concernant l'interférence de votre mari dans notre processus de recrutement. Je pris une profonde inspiration et posai mon dossier sur la table. Ce que je vais vous exposer dépasse largement le cadre d'une simple interférence dans une candidature. J'ai documenté une série de sabotages professionnels délibérés, de manipulations financières et de fraude à l'identité. Pendant 40 minutes, je leur présentai les preuves que j'avais rassemblées, des emails montrant la coordination entre James et Serena pour me remplacer, des documents légaux qu'il m'avait fait signer sous de faux prétextes, des relevés bancaires prouvant sa volonté délibérée de me rendre dépendante. Il ne s'agit pas d'un simple conflit conjugal, conclus-je. C'est une tentative calculée de détruire ma réputation professionnelle à des fins personnelles.
Et cela implique directement votre entreprise, à travers la représentation frauduleuse qu'il a faite à propos de ma candidature. Martin et Diane échangèrent un regard. Nous nous doutions que quelque chose clochait, dit Diane, mais pas à ce point. Que attendez-vous exactement de nous, mademoiselle Chen, demanda Martin. Je leur exposai ma proposition, un poste qui valoriserait mes compétences tout en me laissant la flexibilité nécessaire pour gérer les batailles juridiques à venir. En échange, je fournirais à Horizon une documentation exclusive sur la manière dont leur processus de recrutement avait été manipulé, ce qui pourrait les protéger de futures responsabilités légales. Nous avions l'intention de vous proposer un poste de stratège senior, dit Martin pensivement. Mais étant donné vos compétences, et la manière dont vous avez géré cette situation hors du commun, je pense qu'un poste plus important serait plus approprié. À la fin de notre entretien, j'avais en main une offre écrite pour un poste de directrice des initiatives stratégiques 2 niveaux au-dessus de celui que James avait tenté de m'arracher avec un package de rémunération qui garantissait immédiatement mon indépendance financière. Une dernière chose, ajoutai-je avant de partir. J'ai besoin d'une confidentialité absolue, tant que je n'ai pas exécuté le reste de mon plan. Mon mari ne doit rien savoir de cette conversation. Ils acquiescèrent tous les deux sans hésiter. Les 3 semaines suivantes furent un exercice de patience stratégique. Je maintins mon apparence de résignation silencieuse tout en finalisant mon évasion. Je louai un petit appartement avec mon fonds d'urgence, transférai mes effets personnels chez ma sœur en petite quantité discrète, et préparai ma riposte juridique avec une avocate recommandée par le service légal de Horizon. La veille de la finalisation de notre divorce, et un jour avant le vol prévu de James et Serena vers Melbourne, j'exécutai mon plan. James avait ce soir-là un dîner important avec un client. Il rentrerait tard, la fenêtre parfaite. Pendant son absence, une équipe de déménageurs engagée par l'intermédiaire de ma sœur vint récupérer mes affaires personnelles, non seulement mes vêtements et souvenirs, mais aussi les originaux des documents juridiques nécessaires, les objets sentimentaux qu'il avait toujours considérés comme sans importance, et surtout, mes archives de preuves. Une fois tout transporté en lieu sûr, je fis un dernier tour de la maison, m'arrêtant dans chaque pièce pour reprendre symboliquement possession de mon histoire. Ce n'était pas une défaite, mais un retrait stratégique. Pas une fin, mais le début calculé d'une nouvelle ère. À précisément 23 heures, sachant que son dîner touchait à sa fin, j'envoyai un simple texto. Vérifie tes emails. Adieu, James. Le mail contenait 3 pièces jointes. Ma contre-demande de divorce, accompagnée des preuves de sa fraude. Une lettre de mise en demeure de mon avocate concernant l'utilisation non autorisée de mes qualifications professionnelles. Un communiqué de presse d'Horizon Marketing annonçant ma nomination au poste de directrice des initiatives stratégiques. Objet, tu m'as sous-estimé. J'étais installé dans la chambre d'amis de ma sœur quand ces appels commencèrent, d'abord furieux, puis de plus en plus désespérés, à mesure qu'ils réalisaient la portée de mes actions. Je ne répondis pas. Je transmis chaque message vocal à mon avocate, comme élément supplémentaire sur son caractère. Le lendemain matin, à 8 heures, j'entrai dans le siège d'Horizon Marketing pour mon premier jour de travail. Pleine d'une confiance que plus personne ne pourrait m'arracher. À midi, mon avocate avait obtenu une injonction d'urgence empêchant James de quitter le pays pendant que nos affaires financières étaient examinées. À 14 heures, l'avocat de sa famille, celui-là même qui avait rédigé le contrat prénuptial manipulateur, demandait une conférence de règlement. Il panique, m'expliqua mon avocate. Les preuves que vous avez réunies sont accablantes. Le comité d'éthique de son cabinet a ouvert une enquête interne. 2 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau, surplombant la ville, en train de relire l'accord de règlement final. James avait cédé à toutes mes exigences, préférant cela à un procès public qui exposerait ses actes. La maison allait être vendue, avec restitution complète de ma part d'équité. Les comptes qu'il avait dissimulés étaient répartis équitablement. Le transfert en Australie avait été annulé, en attendant la fin de l'enquête menée par son entreprise. Quant à Serena, elle avait disparu de sa vie aussi vite qu'elle y était entrée. Peu désireuse de s'associer à un naufrage en règle. La dernière nouvelle que j'avais eue d'elle, c'est qu'elle cherchait un poste dans une entreprise située très loin de James et de moi. Je signai les papiers de divorce finaux avec ma signature complète, assurée, sans la moindre modification cette fois. En les remettant à mon avocate, je sentis enfin le poids de l'année passée se lever de mes épaules. « Et maintenant, que comptez-vous faire ?» me demanda-t-elle. Je jetai un œil à la campagne marketing étalée sur mon bureau, mon premier grand projet en tant que directrice, déjà très commenté dans le milieu. « Vivre à mes conditions », répondis-je.
Construire quelque chose qui ait du sens. Garder les leçons, sans les laisser me définir. Plus tard dans la soirée, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de toutes les nuances du possible. La trahison avait failli me briser. Mais la femme qui avait émergé de ses cendres était plus forte, plus sage et irrémédiablement libre. Je n'avais pas seulement récupéré ma carrière ou mes finances. J'avais repris quelque chose de bien plus précieux, mon avenir sans limite, et entièrement à moi.